Bonjour Jean, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très précieux pour moi parce que je pense que là, on va vraiment pouvoir faire toute une série sur le thème du dialogue social. Alors déjà, on va commencer par le début. Comment vous aimez vous présenter? Moi, je suis le directeur de l'Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès. Mm. Alors, la Fondation Jean Jaurès est connue, hein, fondation de réflexion de type un peu social-démocrate. Euh, et l'Observatoire du dialogue social a cette particularité d'associer au moins 4 organisations en permanence, CFDT, CFTC, UNSA, CGC, de temps en temps la CGT, et qui réfléchissent sur justement tout ce qui illustre le dialogue social, ses avancées, ses reculs. On essaie de faire des analyses régulières, des études, et c'est une structure qui fonctionne plutôt bien, Mm. en restant modeste. Hein. Donc voilà, j'ai été un moment donné syndicaliste dans ma vie, mais là, en tant que directeur de l'Observatoire, je ne suis plus en mandat syndical. J'essaie au contraire de faire en sorte que tous les experts, tous les syndicalistes qui sont dans cette structure puissent travailler ensemble. J'ai été aussi membre du Conseil économique, social, environnemental au titre du dialogue social. Oui. Donc quand on parle de dialogue social, je pense qu'on peut dire que vous savez de quoi on parle. Je connais un peu, oui, voilà, bien sûr. Alors Jean, il y a une question que je voulais vous poser. Aujourd'hui, on est face à une vraie crise d'attractivité pour la fonction publique. Est-ce que, d'après vous, le dialogue social a un rôle dans cette crise d'attractivité? Certainement, le dialogue social a un rôle d'activité. Si on entend par dialogue social que les autorités, notamment on est en France, hein, donc que l'État euh, tienne compte des remontées de terrain que qu'élaborent, que proposent les organisations syndicales de la fonction publique. Parce que quand on parle de dialogue social, c'est pas seulement une rencontre formelle, ça peut l'être d'ailleurs, entre les organisations syndicales, les élus et les représentants des autorités de tutelle pour la fonction publique. C'est normalement une écoute sur ce que on fait remonter, en bien ou en mal d'ailleurs, de ce qui se passe réellement dans les sites, que ce soit les centres de soins, les écoles, la police, la collectivité territoriale, l'action sociale, enfin tout ça. Donc, premièrement, d'écouter ce que l'on demande. Prenez l'exemple de la santé. Les difficultés de la santé sont connues depuis longtemps et n'ont pas toujours été écoutées. Mm. Les difficultés de l'école, même si tout ça est compliqué, hein, les difficultés de l'école sont connues depuis longtemps, ne sont pas toujours écoutées. Donc, euh, ça comment dire, un dialogue social constructif ferait qu'on écoute les remontées des gens qui sont la personne qui est proviseur, elle peut donner son avis sur la manière dont on accueille les enfants, y compris en situation de crise comme on a connu dans la Covid, y compris dans une situation de sécurité. Voilà, bon, ça, surtout dans une situation très particulière en France, si on prend l'école, qui est un pays laïque. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est la manière dont les fonctionnaires sont traités dans leur relation de travail. Et ça signifie que on tient compte ils ont un statut qui est protecteur, mais on tient compte de leur évolution de carrière, de la formation, de l'adaptation de la formation, de leur situation de mal-être, parce qu'une situation qui peut être, c'est des gens qui sont en contact avec le public, personnel de santé, personnel, j'expresse des choses complètement différentes, pénitenciers, policiers, magistrats, enfin bon, voilà. Vous pouvez avoir des gens extrêmement différents. Et le dialogue social, c'est pas seulement des grandes questions euh, statutaires ou des grandes questions en général salariales, bien qu'elles soient très importantes, c'est aussi le déroulement de la vie des gens. Oui. Et ça, c'est peu pris en charge dans la fonction publique. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le dialogue social, en tout cas, avance difficilement spécifiquement dans la fonction publique? C'est une question de méthode, de volonté politique? C'est un cadre qui est trop Bah, rigide? D'abord, si vous voulez, le côté, enfin, les grandes négociations salariales dans la fonction publique, c'est immédiatement des masses
considérable d'argent. Oui. Donc, vous avez quelquefois ça dans des grandes entreprises, mais là, vous êtes sur 5 700 000 personnes. Donc, quelquefois, sur les questions salariales, c'est plus compliqué, c'est dans le cadre d'un budget général, donc il n'y a pas la souplesse qu'il peut y avoir dans les entreprises privées, même si certaines entreprises privées n'augmentent pas forcément les salaires. Hein. Oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la question statutaire est une question très importante, mais quelquefois, elle n'est pas complétée par la possibilité d'avoir une véritable négociation décentralisée sur les conditions de travail, sur la manière dont fonctionne un collège, dans un cadre de programme national, dans un cadre statutaire de fonctionnaire d'État. Il faudrait vraiment accompagner les gens et avoir des latitudes qui se passent dans les mairies, par exemple, hein, avoir des latitudes plus grandes en termes de dialogue social déconcentré. Et l'aspect statutaire qu'il faut conserver, car c'est la protection des fonctionnaires et leur indépendance, il peut avoir le pendant, bon, bah, c'est statutaire, il y a une décision qui est prise, et il y a peu de négociations déconcentrées, décentralisées. Or, la vie dans le département des enseignants de l'Ardèche ou de la Seine-Saint-Denis, c'est pas la même. Ouais, donc c'est vraiment mettre en cohérence le fond et la forme, j'ai presque envie de dire comme ça. D'après vous, est-ce que le dialogue social, c'est encore un levier d'amélioration des conditions de travail? Je pense à ça parce que j'ai fait un épisode avec Mathieu Gérier, donc plutôt orienté fonction publique hospitalière, sur les enjeux intergénérationnels. Et il a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des représentants du personnel qui ont une certaine expérience, un certain vécu au sein dans leur métier, et que la nouvelle génération qui arrive ne croit plus en cette représentation en fait du personnel, ne se sentent plus représentés. C'est plus la même façon de manager, c'est plus les mêmes besoins, et qu'il y a une espèce de déconnexion entre leurs représentants syndicaux et leurs attentes. Alors, il peut, ça c'est une autre question qui n'est pas exactement, le dialogue social est-il encore un levier d'amélioration des conditions de travail? Oui, si on considère cette question, si on croit dialogue social, on peut répondre que oui. Par contre, quand on rentre dans la réalité, où vous avez raison, comment dire, globalement, surtout si vous faites référence à la santé, globalement, les organisations syndicales sont plutôt en recul en termes d'implantation et de développement. Et quand je dis ça, moi, je jette pas la pierre aux femmes et aux hommes qui représentent leurs collègues. Je crois que dans la fonction publique hospitalière, on promet sur des élections, quand les élections se présentent, elles font pas 40% des voix toutes réunies. Donc c'est vrai il peut y avoir une déconnexion et il peut y avoir un sentiment que des jeunes ne se sentent pas représentés forcément par les syndicats tels qu'ils sont. Ça peut exister, ça, tout à fait. Hein. Mais paradoxalement, quand ils mettent autre chose en place, style des collectifs, c'est éphémère et ça marche pas. Donc, mais il y a sans doute, une réflexion à avoir, et je pense que le syndicat devrait s'intéresser beaucoup plus à ce que les assises du travail ont fait comme conclusion, je crois, l'année dernière, à ce qu'on appelle le dialogue social professionnel, c'est-à-dire s'intéresser vraiment concrètement aux conditions de travail des gens et comment s'exerce leur travail. Et ne pas seulement, bien sûr que le pouvoir d'achat est important, bien sûr que l'égalité homme-femme est important, bien sûr que la santé au travail est important, mais il faudrait vraiment rentrer dans l'exercice même de la profession. Ce qui n'est pas une tradition forcément française et qui n'est proposée ni par les employeurs ni par l'administration. Ce n'est pas prendre la place de l'employeur que de commencer à réfléchir aux conditions réelles de l'exercice du travail et comment ça se passe. Mais ça, il faut que de l'autre côté, l'administration l'accepte. Au-delà de ce que vous venez de dire, il y a d'autres choses à réinventer pour que le dialogue social soit plus efficace? Je pense que il y a un aspect pour les syndicats, la manière de négocier, la manière de discuter, de dialoguer. Je pense que ça a toujours été une préoccupation syndicale. Alors on y arrive ou on n'y arrive pas. La vraie question, c'est comment ils associent
le maximum de salariés aux négociations qui les concernent directement. Mmh. Et ça, alors ça veut dire un travail énorme, hein, ce que je vous propose. Mmh. Mais ça, c'est fait peu. Peu parce que c'est pas la tradition française de l'administration et du patronat, et parce que les syndicats sont, ce qui est normal dans une démocratie de représentative, c'est-à-dire d'élection, vous êtes élu, vous avez le temps pour faire le travail, mais le fait d'être en relation euh, avec l'ensemble du personnel sur des grandes questions qui les concernent, c'est pas fait assez. L'Observatoire du dialogue social avait sorti un document qui s'appelle après la crise de la Covid, le e-dialogue social. Et nous avons sorti aussi un deuxième document qui s'appelle les éloignés du dialogue social. Nous nous sommes rendus compte que euh, lorsque on était obligé en pleine crise de la Covid, mais lorsque vous avez des questions très importantes qui concernent l'ensemble du personnel, il faut trouver un moyen, le numérique peut en être un, mais parce que vous pouvez pas réunir tout le monde du matin au soir, mais il faut trouver un moyen pour faire en sorte que sur une question, des grandes questions bah, de, de, d'horaire de travail ou de rythme de travail, sur des questions comment la semaine est organisée, sur Mmh. les questions même de pouvoir d'achat évidemment, euh, le fait d'avoir la possibilité de consulter l'ensemble du personnel de façon organisée et légale. Ça n'empêche que les organisations syndicales représentatives à la fin signent, mais c'est une toute autre façon de travailler plutôt que faire son mandat de 4 ans, rendre compte de ce qu'on fait et reproposer à nouveau d'être élu sur le travail que vous avez fait, bien sûr. Vous avez le même problème qu'en politique, c'est-à-dire est-ce que on, on, on interroge les gens tous les 4 ans au moment des élections dans les CSE, en rendant compte, bien sûr, par des papiers, du numérique, de ce qui a été fait, ou est-ce qu'on essaie d'associer les gens sur des grandes négociations. Et ça, c'est un vrai sujet qui est, à mon avis, pas assez fait. Est-ce que vous avez connaissance de ce qui peut se pratiquer, dans d'autres pays que la France? Je pense surtout en termes de représentativité. Est-ce que la France, elle est plutôt bien représentée, plutôt peu par rapport aux autres pays? La France a un taux de syndicalisation faible par rapport aux autres pays européens. D'accord. Même si dans l'ensemble des pays, le syndicalisme n'est pas, sauf l'Italie, n'est pas forcément dans un regain d'adhésion, mais la France a deux particularités. Un pluralisme syndical très, très vaste, qui a pu correspondre à un moment donné à des histoires, mais qu'il faut réinterroger, franchement. Mmh. Vous prenez l'exemple de l'Italie. L'Italie, vous avez 3 syndicats qui correspondent à des grandes tendances de syndicalisme réformiste ou contestataire. Ils syndiquent 54% de la population salariée. Ça ne veut pas dire pour autant que ça leur permet de régler tous les problèmes. Hein. Mais par contre, la manière dont ils ont travaillé, eux, sous la forme de... Il y a 2 branches dans le syndicalisme italien. Il y a de façon de travailler. Il y a un travail régulier, de consultation, et puis un syndicalisme de service qui est énorme. D'accord. Et par contre, sur l'aspect service, la démarche pour adhérer à un syndicat, aujourd'hui, n'est pas la démarche d'il y a 25 ou 30 ans. Vous avez encore certaines personnes qui adhèrent par conviction idéologique. Je suis salarié, donc je dois être syndiqué, ok. Mais la grande partie des salariés, ce qui est bien normal, adhèrent au syndicat parce qu'ils considèrent qu'il est utile, efficace et qu'il correspond à la défense de ses intérêts. Bien. Donc l'aspect service, le premier étant le renseignement, la connaissance des droits et éventuellement la défense juridique, quelque chose de fondamental. Et ce n'est pas fait suffisamment à large échelle par les syndicats français. Ce que font les syndicats italiens. D'accord. Vous vous rendez compte que la dernière élection, 4% de votants. Si on veut répondre correctement à cette question, l'Observatoire a déjà fait des propositions. La Direction générale du travail nous a rappelé pour qu'on reformule ces propositions que j'aurais déjà faites. C'est installer un vrai service, c'est-à-dire que vous proposez aux gens de voter pour des syndicats qui tiendront des permanences. Alors vous avez des fonds paritaires pour ça, permanences de renseignement juridique. Il y a des années,
Moi, je l'avais fait faire à l'image du bus du barreau à Paris. Vous savez, vous avez un bus à Paris, qui est le bus du barreau, qui se promène, qui s'arrête et qui fait des consultations juridiques gratuites. Il y a une queue terrible. Donc, si vous faisiez ce genre de choses sur l'aspect service, qui est l'origine du mouvement syndical, hein, donc si vous voulez l'aspect, on rend des services, ça ne peut pas être que ça le syndicalisme, hein, mais c'est un aspect du syndicalisme. Et il y a même dans le mouvement syndical des gens qui disent c'est pas notre travail. Notre travail, nous, c'est de conquérir des nouveaux droits pour les salariés. Oui, mais pour conquérir de nouveaux droits pour les salariés, il faut avoir des adhérents. Et il ne peut pas y avoir une minorité de gens qui négocient si vous vous appuyez pas sur un paquet d'adhérents. Et en France, le taux de syndicalisation reste faible. Même si, dans des grandes mobilisations, la France a cette possibilité de rassembler beaucoup de monde. Mais elle n'a pas le taux de syndicalisation d'autres pays. Très intéressant. Merci beaucoup, Jean, pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie.